Bien, nous allons, si vous le voulez bien, ouvrir cette séance de présentation du projet Fabrica Design. Donc, bien sûr, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc, nous sommes là, comme je le disais à l'instant, pour inaugurer une nouvelle manifestation importante à divers égards, je vais le préciser, de l'action de la Fondation universitaire présidée par Madame Francine de Michel et dirigée par Vanina Bernard-Léoni. Alors, il s'agit donc d'accueillir, comme on fait dans le domaine de l'art en général, une résidence d'artiste. C'est en quelque sorte une résidence d'artiste. Donc, nous allons accueillir un artiste dans un domaine très, très particulier. C'est un projet qui est la filière bois, j'y reviendrai. C'est un projet donc, qui est porté par la Fondation, mais en étroite collaboration avec notre filière art, dont j'ai souhaité évidemment accompagner le développement. Et je pense que c'est une filière qui relève la tête et qui amoncelle les projets nouveaux, hein, n'est-ce pas, Madame la doyenne? Et c'est un séjour donc d'une durée de 5 mois. Et donc, nous allons accueillir pour la première fois dans ce cadre Monsieur Sébastien Cordolian, qui est un artiste reconnu, designer de sa profession, dont vous allez avoir par mes différents collègues à la chaire, sur lesquels vous allez avoir un certain nombre de précisions sur ce qu'il fait, d'où il vient, pourquoi il a décidé de venir nous accompagner dans ce domaine. Moi, je voudrais dire très simplement que ce projet est porté avec également la filière bois. Et à côté de la filière art, je dirais, il y a la filière bois, même si le terme filière ne s'accorde pas précisément dans les deux cas. Hein. La filière bois, c'est quelque chose qui est très important pour la Corse. Vous savez que la Corse est la région de France la plus boisée, qui comporte le tissu forestier le plus important. Je crois que c'est 2 fois et quelques la superficie boisée de la France continentale. Hein. Donc on a un potentiel et une richesse formidable que malheureusement l'on a un peu entretenu à travers les forêts domaniales, mais que l'on a un peu laissé en jachère pour ce qui concerne la propriété privée qui est majoritaire, hein, et qui est même très majoritaire, faute de moyens pour les propriétaires privés de pouvoir, je dirais, financer l'entretien de ces hectares et de ces hectares de forêt. Donc c'est une ressource exceptionnelle qui a connu son heure de gloire il y a très longtemps, qui a subi les assauts des incendies de forêt des années 60 et 70, mais malgré tout, elle a résisté, elle s'est régénérée, et aujourd'hui, elle offre donc un potentiel économique au-delà du culturel, hein, puisque c'est quand même un élément fort de ce que nous sommes en Corse, mais elle propose un patrimoine économique tout à fait exceptionnel que beaucoup nous envient et donc on ne peut plus laisser en jachère. Et les professionnels du bois, dont l'un des principaux acteurs est à ma droite, M. Sébastien Bruno, qui est président de l'interprofession de la filière bois à l'Énoui, ou qui est l'un des pôles actifs dans la filière. Il y a une autre pôle qui est aussi sur le sujet. On va essayer, enfin ces personnes-là, et l'université va essayer dans la mesure de ses capacités, de ses compétences, de ses moyens d'accompagner ce mouvement. On va contribuer à ce que cette richesse ne soit plus laissée en jachère et serve justement à accompagner et même à booster le développement économique de la Corse. Voilà, j'en dirai pas plus. Je vais immédiatement passer la parole à M. Bruno, en souhaitant évidemment à M. Cordoliani un excellent séjour dans notre maison. Il est le bienvenu et nous attendons beaucoup de son séjour et de son action dans ce domaine. Voilà, merci. Eh bien, merci pour cette présentation, notamment de notre forêt, de notre filière bois. Je tiens au nom donc, de l'ensemble des professionnels de la filière bois à remercier l'université et la fondation de l'université d'avoir eu l'initiative de lancer ce projet de fabrique de design, parce que c'est
quelque chose qui pour nous est très important. Comme vous avez pu le remarquer d'ailleurs dans la presse il y a quelques temps encore, il y a quelques jours, la filière bois en Corse est en difficulté. Et il y a une entreprise, notamment une scierie, qui est en train de fermer ses portes dans le sud de la Corse. Et donc, ça renforce d'autant plus la nécessité du travail que nous menons et du partenariat aussi que nous avons établi avec l'université pour pouvoir réinterroger nos pratiques et l'utilisation des ressources locales que nous souhaitons développer avec la filière bois. C'est pourquoi ce travail sur le design est très important pour nous, parce que c'est une porte d'entrée vers des valeurs ajoutées très importantes pour notre matériau. D'autant que ce travail que l'on veut très contemporain, ou cette réinterrogation contemporaine associée à toute une pratique plus traditionnelle de nos métiers, et notamment la chose qu'il faut dire, c'est qu'au sein de la filière bois, il y a énormément de menuisiers et d'ébénistes qui travaillent en Corse. Ce sont souvent des petites structures, et tout mon travail va consister justement à mettre en relation notre cher designer avec tout ce beau monde, y compris des exploitants forestiers et des scieurs, pour pouvoir travailler avec eux à la fabrication et à la conception et à la réalisation d'objets en bois. Donc on a déjà un peu commencé, même si il va falloir maintenant que je me bouge vraiment pour t'amener sur le terrain, voilà, et rencontrer plus les gens et travailler avec eux. Donc tout ce travail est vraiment un symbole qui est très fort, et un travail qui pour nous est très concret, voilà, et c'est vraiment un travail de terrain qui est pour nous très, très important, et qui montre aussi que même si on a des idées un peu toutes faites parfois sur l'université, qui n'est pas en lien avec les entreprises ou avec son territoire, en Corse en tout cas, et je tiens à le dire, en profiter pour le dire ici, ce n'est pas le cas, et même nos collègues des autres interprofessions régionales françaises envient très largement toutes les relations que nous entretenons avec l'université, parce que ailleurs en France, ça a beaucoup de difficultés à pouvoir se faire comme ça peut se faire ici. Donc, pour terminer, je voudrais juste dire que c'est une véritable vitrine, ce travail que l'on va mener tous ensemble pour le bois, pour les entreprises aussi de la filière bois en Corse, et plus largement aussi pour la Corse, comme je vous le faisais remarquer il y a quelques secondes. Et donc nous souhaitons que ça se passe bien, et nous allons travailler activement pour t'aider dans ce travail. Je vous remercie. Je passe la parole à Vanina, qui va nous expliquer un peu mieux les choses. Bon, à mon tour de vous saluer, de vous remercier de votre présence. J'aurais un petit mot d'abord pour excuser Francine Demichel, donc la présidente qui n'a pas pu se déplacer, mais qui bien évidemment est avec nous aujourd'hui, qui m'a laissé un petit message tout à l'heure pour me dire à quel point elle était contente que se réalise ce projet, puisque c'est un peu un aboutissement. Alors la fondation, elle existe maintenant depuis 4 ans, elle a déjà, on va dire, semé plein de choses, mené des projets qu'on a toujours jugés très beaux et dont on est très content de les avoir mis en œuvre. Celui-là va peut-être encore un petit peu plus loin sur la vocation vraiment très resserrée de la Fondation, en ce qu'elle doit peut-être contribuer vraiment à une production. Alors évidemment, la production intellectuelle, c'est le rôle de l'université, donc on s'emploie à l'accompagner. Mais là, l'idée, c'est d'aller plus loin et de passer peut-être de la phase de conception, donc la phase intellectuelle, à une dimension concrète, matérielle, voire
industrialisable et économique. Ce sont des grands mots, mais c'est vrai que c'est un peu l'équation qui rentre dans le projet Fabrica Design et qui fait que nous en sommes si contents. Effectivement, le design, c'est une discipline qu'on connaît souvent peu, parfois carrément mal, parce que du coup, c'est un terme comme ça que l'on galvaude en disant tiens, design, c'est une sorte d'esthétique un peu moderne, mais on ne voit pas que derrière, en fait, il y a un travail, que ce travail consiste à réfléchir à des fonctions de l'objet, à la fonctionnalité des objets, évidemment avec une dimension esthétique aussi, mais on est très heureux d'introduire cette discipline à l'université et de l'ouvrir bien évidemment tout de suite sur sa dimension économique. Donc on a eu la chance de travailler avec la filière art. Je laisserai la parole tout à l'heure à Jean-Joseph Albertine. On a mis sur pied avec la filière art, avec la filière bois, un appel à candidature qu'on a bien diffusé. Merci à la filière com d'ailleurs. Et puis on a eu la chance d'avoir plein de retours de candidats qui nous paraissaient assez extraordinaires tous. On a eu un peu l'embarras du choix et c'était un luxe assez délicieux, je dois dire, que cette sélection. Et puis du coup, il y en a un qui est sorti du lot, j'ai envie de dire. Hein. Donc c'est Sébastien Cordoliani. Vous verrez tout à l'heure son travail, mais pour le présenter un peu sommairement, même si c'est un peu bling-bling peut-être, et tant pis, c'est le côté fondation aussi. Juste des petits titres de gloire comme ça pour vous dire, quand on a reçu ce type de projet, ce type de candidature, on était très contents puisque c'est quand même quelqu'un qui a été pensionnaire à la Villa Kujoyama, qui a reçu un prix chez Hermès, un prix Audi Talents Award. Donc voilà, c'est un très jeune designer encore, mais déjà bien aguerri, déjà bien distingué. Et c'est donc pour nous une joie toute particulière de voir ce projet Fabrica Design inauguré de telle façon. Autre chose que j'ajouterais, pour ne pas être trop longue, c'est que bien évidemment, la Fondation, c'est toujours un creuset de partenariat en interne et avec des partenaires extérieurs. Donc en interne, vous avez compris le rôle particulièrement moteur de la filière art, mais il y a plein de gens, de sections, de filières qui sont déjà là pour nourrir et pour ouvrir des perspectives. D'une part, donc l'UMR LISA, dont j'ai vu rentrer la directrice, je crois, voilà Nanette. Donc l'UMR LISA qui va nous aider aussi à penser l'apport de la créativité d'un point de vue scientifique, et c'est très important. La fac de lettres, bien sûr, qui va prolonger les choses. Donc, Marie-Michel nous dira 2 mots tout à l'heure. La filière audiovisuelle, Colomba est là, mais elle n'est pas toute seule. Vous aurez certainement repéré des tas d'étudiants. Enfin, maintenant, ils se sont tous assagis, mais la Fabrica Design sera également un documentaire. Donc, les étudiants sont là. La BU qui nous accompagne en mettant à disposition aussi de la documentation pour que le design soit peut-être mieux compris que uniquement dans sa partie, je dirais, strictement esthétique. Paolitech également est représenté, puisque du design à l'ingénierie, il n'y a vraiment qu'un pas, et on espère justement pouvoir le franchir et travailler ensemble sur ces parties conception et test de matériaux, puisque c'est très important. Donc merci également à Michael Mercier d'être là. Et puis des partenaires extérieurs, je le disais, sans qui évidemment c'est la formule, mais c'est vrai, rien ne serait possible, puisqu'évidemment c'est quand même un investissement que de faire cette aventure. Donc tous les fondateurs de la Fondation ont voté ce projet et je les en remercie. Également les membres, les personnalités qualifiées qui nous ont aidés à avancer aussi sur le projet. Et je vois Josette Dallava Santucci qui, la première fois quand on a évoqué ce projet en conseil de gestion, nous a permis d'avancer. Elle avait été très judicieuse, elle n'était pas seule, mais elle était particulièrement convaincante en nous disant: il faut travailler sur un seul matériau par an, il faut que la résidence dure plus longtemps, puisque nous, on était un peu gourmands, on voulait faire peut-être 2 matériaux par an, des trucs plus courts, et heureusement, on nous a un peu éclairés. Donc, merci également. Pour les partenaires extérieurs, il y en a qui viennent s'adjoindre sur le projet en particulier, et je leur laisserai également la parole tout à l'heure. C'est d'un côté Jean-André Minigogne qui met à dispo une voiture pour que justement notre designer aille crapahuter dans toute la Corse à la rencontre de tous les acteurs que Sébastien Bruno évoquait, les ébénistes, les scieurs, etc. Et le pendant, du coup, Marina Brandine de Carafe, qui représente Total Corse et qui permettra à la voiture de rouler.
Donc merci, c'est hyper important aussi. Et puis la ville de Corté, qui est représentée aujourd'hui par Alexandra Albertine, qui j'espère pourra nous dire 2 mots également. Je vois également Martin Vadé, là, de la communauté de communes du Nez, qui peut-être va nous permettre d'articuler à cette résidence une dimension plus micro-territoriale, etc. Donc, c'est un projet qui est en train de démarrer, qui à mon avis va certainement s'étoffer, mais j'avais déjà envie de saluer un petit peu tout le monde. Puis j'en dis pas plus, de toute façon je pense que je reprendrai le micro peut-être pour faire du lien. Donc, je laisse la parole à Jean-Joseph Albertine. Merci Vanina. Merci Vanina. Tu as évidemment évoqué un très grand nombre de dimensions de cette résidence qui, comme vous l'avez compris, n'est pas uniquement une résidence d'artistes. Elle est, par le fait même qu'il s'agisse d'une résidence de design, en lien direct, en lien opérationnel, en lien effectif avec les entreprises, avec le tissu économique. Et c'est évidemment dans ce sens que nous avons créé la Fabrica Design. Et cette première édition a comme objectif, vous l'avez compris, d'interroger dans ses fondements le bois comme matériau, mais aussi le bois comme ressource, le bois comme usage. Et quelque part, au-delà de la seule résidence, il sera à un moment donné question de reprendre un petit peu le fil de l'histoire autour de ce bois dans notre territoire, comment finalement ces usages, comment ces attitudes, comment ces modes de fabrication ont donné lieu à des productions en Corse, donc la tradition, des éléments historiques seront abordés. Alors, je tiens à préciser que là, nous faisons aujourd'hui une présentation globale, un lancement général, mais deux épisodes importants vont marquer cette résidence. 2 journées d'études, une journée d'études en novembre, une autre en avril, donc une lors du premier séjour de Sébastien et une lors du second. Et ces 2 journées d'études nous permettront justement d'étudier dans les détails ce rapport à l'artisanat, à l'histoire du territoire et aussi évidemment toutes les possibilités technologiques qui s'offrent à nous actuellement pour nous positionner par rapport à cette question. Comment le design nourrit le bois ou comment le bois nourrit le design, hein. Alors, il y a également cette question du design qui est en jeu. Le design n'est pas forcément un ensemble de pratiques, c'est un état d'esprit, c'est un mode de pensée. Et c'est parce que c'est un mode de pensée que nous avons, en plus de la résidence, lancé un projet parallèle qui est en train actuellement autour de vous de se manifester, qui est un documentaire, qui est un film. Ce film a pour vocation de montrer ce geste de pensée, cet acte qui consiste donc à imaginer quelque chose, le produire, mais également, pour pouvoir le produire, établir des contacts, établir des liens, questionner, là aussi, les usages, les fonctions, les attitudes, pour aller vers un mieux-être qui est l'enjeu du design. Voilà. Donc, nous avons établi un partenariat avec la filière cinéma audiovisuel, qui est dirigée par Colomba Sansonnet, qui nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui. Les étudiants donc, ont tous actuellement un poste et sont eux-mêmes créateurs d'une œuvre qui est donc parallèle à la résidence de Sébastien. Je tenais à le préciser parce que nous allons avoir, lors de ces 2 journées d'études également, des manifestations autour de ce film, avec, si possible, lors de la seconde journée d'études, déjà un montage ou un pré-montage qui nous permettra de garder une trace, au-delà des prototypes, du passage de Sébastien en Corse. J'ajoute également une chose quand même assez importante, que le commencement de cette aventure créative coïncide avec l'ouverture dans la filière art de la première année d'art appliqué. Certains étudiants d'art appliqué sont présents aujourd'hui et nous souhaitons évidemment que leurs études soient longues à l'université et donc au-delà d'une licence on puisse évidemment aller un tout petit peu plus loin et créer un master, voire développer d'autres pistes.
Ce qui signifie évidemment que dans ce cas précis, les étudiants d'art appliqué sont directement confrontés à un véritable professionnel et à sa démarche, sa méthodologie. Cette méthodologie, bien sûr, est un enjeu d'apprentissage. Donc je souhaite évidemment à tous les étudiants présents qu'ils tirent le plus grand bénéfice de cette résidence. Voilà, je vous remercie. Donc, merci à tous, effectivement, d'être là. Il y a eu beaucoup de remerciements, donc je ne peux que les reprendre et féliciter au nom de la Flash ce genre d'initiative, ce maillage de différents acteurs, puisque là, on a eu plusieurs acteurs qui se sont présentés, et surtout, je dirais, ce maillage réussi entre la pédagogie et la recherche, puisque nous, c'est au niveau de la Flash, c'est ce qui nous importe aussi. Donc, je pense qu'on encouragera, même si je prends le projet, je dirais, en cours, il n'empêche que, bien entendu, on encouragera au maximum ce genre d'initiative et que c'est effectivement, je pense, comme vient de le dire Jean-Joseph, une véritable plus-value, à la fois pour la filière arts plastiques et arts appliqués, puisque ce sont les deux parcours, je dirais, qui sont directement concernés, une véritable plus-value pour ces étudiants, et pour effectivement réfléchir à la poursuite, comme tu le disais, d'un cursus qui irait dans ce sens-là. Donc moi, je n'ai pas grand-chose excepté vous dire que félicitations, merci, parce que c'est quand même aussi un projet qui est porté par des enseignants de la Flash, entre autres, hein, et par une filière. Donc merci, en espérant qu'il y en ait d'autres, voilà, et que ça continue à se développer, mais bon... on sera toujours présent. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous, et puis excusez mon retard lié à des réunions parallèles. Il y a beaucoup de choses à l'université en même temps, donc ce qui est un très bon signe. Donc je suis ravie effectivement du lancement de cette opération. L'UMR LISA va y être associée de différentes manières, ça a été dit. Alors d'abord parce que nous sommes extrêmement convaincus de la nécessité de mettre en place une économie créative en Corse. Voilà, on ne peut pas être uniquement dans une logique spéculative telle qu'on l'a connue au cours des années 2000. Une économie créative, ça suppose effectivement d'identifier les ressources, de ce qu'elles présentent de nouveau, c'est-à-dire ce qu'on a développé dans le cadre de la chaire Développement des territoires et innovation avec la fondation La Chaire Berck, identifier des ressources sur lesquelles on a des prises nouvelles, compte tenu quand même des contraintes, parce qu'il ne faut pas non plus rêver, il y a des contraintes. Il y a des contraintes d'ordre technique, des contraintes d'ordre du marché du travail. C'est une difficulté. Il y a des contraintes d'ordre financier, tout simplement. Il ne faut pas se leurrer aussi, pour arriver de l'idée jusqu'au produit sur le marché. Et c'est au regard de la nécessité de gérer ces ressources compte tenu des contraintes, eh bien, que nous arriverons à identifier des sources d'innovation nouvelles, potentielles. L'UMR, entre parenthèses, évidemment, ceci s'inscrit pleinement dans la réflexion qu'il y a eu ces derniers mois dans le cadre du PADUC, du plan d'aménagement et du développement durable de la Corse. Et je pense que la filière bois, en particulier, est tout à fait partie prenante d'une logique de soutenabilité, de durabilité du développement de la Corse. Ça me paraît une évidence. L'UMR, je le disais, va être associée de différentes manières. Alors d'abord, c'est une UMR, une unité mixte de recherche qui est pluridisciplinaire. Donc c'est un atout, ce n'est pas une contrainte, c'est un atout. Ce qui signifie qu'on peut mobiliser, au-delà des économistes, bien sûr, des historiens, des anthropologues, des linguistes, qui, les uns et les autres, pourront parler du bois, de la matière, mais aussi des produits qui en sont issus, de différentes manières et de manière complémentaire. Et je crois qu'une source d'innovation, c'est déjà d'être en capacité de se mettre autour d'une table sur un objet naturel ou un objet technique et de pouvoir échanger là-dessus et d'hybrider les savoirs et les connaissances. C'est probablement une des premières étapes à laquelle on va s'exercer dans le cadre des 2 journées qui seront consacrées effectivement au mois de novembre et au mois d'avril, donc à la Fabrica Design. Voilà, donc on est vraiment ravis de pouvoir travailler de cette manière-là et puis d'accueillir évidemment le lauréat
Voilà, on ne pourra pas vous faire visiter les locaux de l'UMR Lisa. Les prochains locaux sont en cours de construction. Ils seront en bois d'ailleurs. Voilà, donc, mais ça serait intéressant qu'on ait un échange là-dessus aussi. Voilà, donc félicitations. Et puis longue aide à Fabrica Design. Bon, la tentation est grande de donner un peu la parole à tout le monde, parce que vous avez vu, il y a plein de gens qui participent. En même temps, je pense qu'on a tous envie de voir plein d'images de ce que Sébastien Cordoleani a déjà réalisé. Je ne résiste pas, parce que je suis là. Colomba, tu dis 2 mots quand même. Je veux bien. Je m'associe évidemment à ce très beau projet qui va produire finalement, Nanette, tu disais, une production créative. Et finalement, il y a une sorte de production créative d'abord majeure, qui est évidemment celle que Sébastien va produire. Et puis, il y a par effet, en quelque sorte, un petit peu par effet de désir aussi, hein, une seconde création qui va être celle d'un film, finalement, dont on espère que à la fois il va satisfaire la commande, parce que c'est une commande, ce film, mais la commande, c'est très jouissif, hein, de toute façon. Hein. Voilà, moi, je transforme toujours la commande en quelque chose de très jouissif. Donc, il y a finalement assez peu de contraintes dans la commande, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et il y a plutôt beaucoup d'ouverture dans la commande. Et finalement, c'est ce qu'on est en train d'essayer de travailler avec les étudiants de la licence, puisque c'est la licence professionnelle technique et activité de l'image et du son qui va avoir en charge ce projet avec les étudiants L2 d'art plastique, en l'occurrence, sur ce projet-là. Voilà. Et puis, comme quoi ça fait un peu pétiller le cerveau, ce type de projet, parce qu'en parlant de ce projet, on a eu l'idée d'un second projet. Et comme quoi, non, mais c'est pas anodin. C'est-à-dire que tout à coup, en faisant émerger ce projet-là, avec Jean-Joseph, on a eu une discussion et on s'est dit comme on va être amené à parler de gestes à un moment ou à un autre, le geste sur le bois, le geste du designer, le geste, voilà. On s'est dit, allons-y, on se lance dans un autre projet en parallèle avec les mêmes étudiants, parce que c'est pas mal, ils vont nourrir comme ça leurs réflexions, et on se lance sur un projet qui est celui de commencer à faire les petits films des filières de l'université avec un point en quelque sorte d'accroche qui est celui du geste. Comment représenter tout ce que nous transmettons aux étudiants dans ce qui va être leur métier futur par le geste ou par les gestes. Geste à prendre, geste qu'on a mis évidemment au pluriel, ne serait-ce que pour interroger et pour avoir le temps, nous aussi, de nous interroger sur cette question. Voilà. Donc en fait, il y a 2 projets en parallèle grâce à ce beau projet. Voilà. Voilà, on a déjà des très beaux produits dérivés, en fait. Un petit mot, après je reviens à la tribune, je promets, mais la ville... Bonjour à tous. Donc, c'est l'occasion de souhaiter la bienvenue officiellement pour la mairie de Corté à Sébastien. On est très heureux de l'accueillir. C'est même un honneur. Hein. Vous avez compris que c'est un jeune homme très talentueux, primé plusieurs fois. Et tout à l'heure, Vanina, tu citais les villes. Et nous serons heureux dans quelques années d'entendre dire qu'il a fait une résidence artiste à Corté. Et nous ferons tout pour qu'elle se passe au mieux. Hein, nous pourrons travailler avec lui, vous nous ferez part de vos besoins et ce qu'on pourra faire ensemble. Et je suis particulièrement ravie en tant qu'adjointe à la culture et au patrimoine parce que ce travail qui va joindre des aspects économiques à des aspects esthétiques nous rappelle aussi que le patrimoine, c'est la nature et la nature ici va se mailler particulièrement bien avec la culture. Voilà, je vous remercie. Reprendre l'ordre qui était prévu et on se rapproche quand même du moment de dévoilement du travail de Sébastien qui reste flegmatique, mais il y a des bienfaiteurs de cette Fabrica Design et donc Jean-André Ménigone il va nous dire peut-être pourquoi il a tenu à s'associer, enfin il a tenu, disons qu'il a accepté très gentiment en tout cas d'être un des piliers.
Bon, bonjour. Alors, je vais essayer de faire vite parce que vous avez envie de voir le film et moi aussi. Donc, évidemment, je n'ai pas été contraint par Vanina. Lorsque j'ai entendu le mot d'innovation, moi, ça me va bien parce qu'on a un ADN à commun. C'est avec Citroën, c'est celui de l'innovation et de la créativité. Je ne vais pas vous faire le film de Citroën, mais il faut savoir que André Citroën a marqué durablement l'automobile et moi, je souhaite à notre jeune designer de le marquer tout autant. Je prendrai juste l'exemple de la DS. C'est une voiture qui a révolutionné évidemment toute l'automobile. En une journée, présentation au Salon de l'Auto 1955, 12 000 voitures vendues. Donc, c'est un challenge pour un esprit. Donc, première journée, 12 000. À la fin du salon, 80 000 DS vendus. Donc, voilà la barre. C'est qui dit mieux. Évidemment, pour nous, c'est une manière de valoriser nos produits. Mais bon, vous savez que j'ai une deuxième casquette de la CGPME. Il faut que j'en parle en 30 secondes. L'innovation, c'est vraiment ce qui va faire décoller l'économie de la Corse. Cette résidence, pour moi, ce n'est pas une résidence d'artistes classiques. C'est vraiment l'exemple type de ce qu'il faut faire pour qu'on aille vers une économie meilleure. L'innovation et la créativité. Alors, l'innovation et la créativité, c'est le président de Walt Disney qui disait ça, sont le cœur et l'âme de l'entreprise. Donc, moi, j'y crois beaucoup. En tout cas, nous, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les étudiants et pour justement essayer de rapprocher l'entreprise de la faculté. On s'y emploie déjà un peu, on va essayer de s'y employer encore plus avec la Fondation. Et puis, je suis très, très optimiste pour le devenir de la Fondation et puis surtout de cette résidence et de notre jeune artiste. Merci. And to conclude, Marina. Voilà, une partie compliquée. On a terminé toutes ces belles interventions. Alors moi, juste, je voudrais dire, quand Vanina nous a appelés pour savoir si on voulait soutenir ce projet, on a dit oui tout de suite. Et on a dit oui pour 3 grandes raisons. La première, par conviction, parce qu'on pense qu'une société qui crée, qui innove, qui invente en s'appuyant sur son patrimoine, c'est une société qui avance dans le bon sens. Donc nous sommes en accord avec toutes ces valeurs-là. Le deuxième point, c'est... Excusez-moi, du coup, j'étais tellement dans le premier message qui était important que... Voilà, le deuxième point, c'est aussi parce que pour nous, c'est la première fois que l'on va soutenir un projet de la Fondation et c'est quelque chose qui est important. Ça fait partie du rôle des entreprises locales de soutenir les actions qui se passent à l'université. Donc, il y a une réelle volonté pour nous de commencer quelque chose. Et on est très contente de commencer avec ce beau projet-là. Et le dernier point que je voulais mentionner aujourd'hui et qui est plus concret, c'est que c'est un plaisir pour nous d'apporter à ce designer talentueux l'énergie pour aller à la rencontre des territoires et des gens et des artisans. Donc voilà, bon parcours créatif et bonne création. Voilà. Non, tu n'as pas encore ça. Bonjour à tous. Je ne vais pas continuer la longue liste des remerciements, mais évidemment, je vous remercie tous. En premier pour votre accueil, puisque je suis arrivé il y a une semaine. Donc je suis assez ému d'être là, et particulièrement, je pense, du fait de mes origines corses. Donc revenir entre guillemets ici, au-delà du projet qui était proposé, pour moi, c'est une manière de renouer avec ses origines. Voilà. Donc je vais vous présenter une partie de mon travail et surtout ma manière, en fait, ma pratique de cette discipline, parce que je ne prétends pas vous expliquer ce que c'est que le design. Mais comme le disait Vanina à juste titre, le design, c'est un mot qui a été galvaudé, puisqu'il est utilisé à tout champ sur papier glacé, pour nous présenter le résultat, en fait, du travail des designers, donc des objets. Et en oubliant souvent de présenter en fait tout le processus, mais ce qui est naturel, quand on présente une maison, on n'explique pas forcément d'où elle vient, pour un objet c'est pareil. Mais il y a des enjeux très forts dans le design qui vont bien au-delà de la forme, et qui, je le dis souvent de cette manière-là, qui s'intéressent aux deux maillons, aux deux extrêmes de la chaîne, c'est-à-dire l'utilisateur final, mais aussi les gens qui fabriquent, les gens qui produisent, et toute
voilà, tous ces maillons qui vont en fait de la terre, des matières qui deviennent des matériaux, des formes, des objets qui vont remplir des usages. Et donc les enjeux sont à tous ces niveaux. Et dans mon travail, j'essaie d'embrasser avec humilité et en collaboration l'ensemble de ces points-là. Donc pour me présenter, donc Sébastien Cordoleani, je suis designer, ça fait 10 ans que je suis diplômé, donc 10 ans que je travaille. Et ma pratique du design se divise en 3 champs. Un champ qui est le champ le plus traditionnel, qui est la réponse à des commandes, et des propositions à des éditeurs, qui correspond à peu près au même système que les écrivains qui envoient des livres aux éditeurs. Et un travail de recherche que je mène depuis 2006 sur les matériaux et leur potentiel. Donc un travail qui s'appelle Matière à penser, que j'y reviendrai un peu plus tard. Donc je vais vous présenter une sélection de projets, à commencer par Ricard. Donc il y a un client que j'avais envie d'approcher au tout début de mon travail, puisqu'en fait je suis originaire d'Aix-en-Provence, en plus d'être d'origine corse. Et donc Ricard, c'est à Marseille, donc ça me faisait rêver de travailler avec cette entreprise qui en plus a toujours eu une attention particulière à la création. Et habitant à Barcelone à ce moment-là, Ricard a proposé de travailler sur le thème des tapas, en voulant nouer en fait la consommation de Ricard, de pastis, avec la consommation de mets, donc de tapas. Et donc la proposition est relativement simple, c'est de déjà revenir à un verre qui s'inspire du verre Chiquito, qui est le verre basque. Donc un verre plus bas avec un système de dosage dans le fond du verre. Et un petit plateau qui est le plateau de tapas. Donc c'est une idée qui était venue intuitivement. Et on a appris un peu plus tard, et moi-même en apprenant l'espagnol, que tapar, ça veut dire couvrir. Et donc, en fait, on était très juste dans notre proposition, de manière inconsciente, puisqu'on venait recouvrir le verre, comme ça s'est fait au départ, de recouvrir le verre avec une tranche de pain et quelques mets à consommer. Un autre travail réalisé pour Tolix. Donc Tolix, c'est une entreprise française qui correspond vraiment à l'émergence de petites industries de campagne. Donc là, c'est à Autun, en Bourgogne. Je pense que c'est une entreprise que vous connaissez tous, même si vous ne le savez pas forcément, qui fait ce mobilier industriel en métal qu'on voit souvent aux terrasses des cafés. Et donc là, la problématique était la suivante, d'arriver à créer de nouvelles typologies s'inspirant ou disons en adéquation avec les chaises historiques de Xavier Pochard, qui sont elles en acier galvanisé, puisque c'est l'inventeur de l'acier galvanisé, mais d'être sur des moyens de transformation très simples, donc qui sont du roulage de métal, du pliage et des soudures. Donc c'est pour ça que cette forme en fait est un patron qui est plié, mis en forme et fixé. Un autre travail pour un éditeur, donc dans ce cas-là, c'est vraiment une proposition spontanée de ma part, qui était de retravailler sur une forme très simple, qui est la forme des dolmens, qui est une forme archétypale, de la travailler en bois, avec un principe qui est la coupe d'onglet, donc cette coupe à 45 degrés qui permet de joindre et d'unir deux morceaux de bois. Et donc il s'agissait d'évider la partie angulaire, qui en fait n'est pas structurelle, et qui permet de créer une poignée, de créer un certain nombre de spécificités si jamais on devait décliner une gamme de bureaux, etc. Ici, c'est un travail sur un aquarium, qui était un travail personnel que j'ai pu réaliser en travaillant pour une exposition qui s'appelait 10 designers, 10 artisans, donc c'était une exposition très intéressante qui visait l'exposition c'était la finalité, mais la vraie finalité c'est de mettre en relation et en dialogue des artisans et des designers. Donc moi je travaille avec Vincent Bride qui est un souffleur de verre, et on se demandait quel projet on pourrait réaliser ensemble, et en discutant je lui ai dit que j'ai toujours rêvé de faire un aquarium qui permette aux poissons de prendre un peu de recul sur leurs conditions de vie. Et du coup, de former une extension comme ça qui parte comme un nuage au-dessus du bassin.
Et donc en discutant, justement, moi j'avais envie vraiment d'avoir cet aspect d'eau pétrifiée, en me disant que c'était sûrement inconcevable et qu'on allait être obligé de le mouler ou de contraindre un peu le verre. Et ce qui est vraiment intéressant, ce qui est intéressant dans le dialogue, c'est qu'à ce moment-là, lui a eu l'idée de reprendre une technique ancienne, une technique romaine, qui consistait à former des objets sans moule, donc de souffler une bulle, et ensuite de venir refroidir certains endroits de la bulle, et par réaspiration, par rétrain, en fait, créer la forme. Donc c'est ce qu'on a fait pour cet aquarium. Et pour ceux qui se demandent comment on peut remplir cette bulle, on en parlera tout à l'heure. Mais oui, pour l'anecdote, je tiens à vous dire, parce qu'on a souvent des stress quand on fait des travaux comme ça, de recherche, et tout est fait dans l'urgence en général pour une exposition. En fait, on avait fait l'objet, il était installé, et ça faisait 24 heures qu'il était là, les poissons ne montaient pas, c'était une catastrophe. Donc avec Vincent, on allait boire une bière, il n'osait pas me le dire parce qu'il était venu installer sans moi. Et sur le chemin, il me dit, bon, il faut que je te dise, il y a un problème, la pièce est très belle, mais en fait, je crois que ça ne les intéresse pas, ces poissons. Et en arrivant, les poissons grimpaient, et en fait, c'était un vrai balai, donc c'était un vrai succès, tout marchait formidablement. Et à chaque fois qu'on a réexposé la pièce, ça s'est reproduit. Donc il faut une journée d'acclimatation. Voilà. Un projet pour un éditeur espagnol qui est situé à Valence, qui s'appelle Gandia Blasco et qui a une filière qui s'appelle Gand Rugs, donc qui s'occupe de faire des tapis tuftés en laine à la main en Inde. Donc je voulais travailler avec eux et on n'avait pas d'idée a priori, on s'est rencontrés et évidemment l'éditeur dit souvent mais fais-moi des propositions, envoie-moi des propositions. Et en faisant le rapprochement entre tapis, tapisserie, le fait qu'il y avait je suis parti de là en fait, quelque chose de très simple qui était de se dire une tapisserie c'est aussi un tapis, comme c'est au mur en général c'est un paysage. Et donc repartir d'un paysage, mais en faire un paysage étiré, comme l'impression qu'on peut avoir quand on est dans le train et qu'on voit le paysage se flouter naturellement. Et donc j'ai proposé une collection de paysages en Espagne et ailleurs, qui démarre en fait d'une photo. Et sur une photo, je viens de prendre une ligne de pixels que j'étire. Et donc ensuite, on vient réduire le nombre de couleurs, ce qui crée en fait cette trame. Donc ici, on est sur 12 couleurs et des couleurs optiques reproduites par combinaison. Un vase plan. Donc c'était prendre le contre-pied du vase, qui habituellement est vertical, pour se rapprocher des paysages, se rapprocher d'une étendue d'eau, comme un lac, et considérer en fait l'aspect spectaculaire, étonnant que ça peut avoir de former ce qu'on peut appeler de manière un peu péjorative une flaque, puisque c'est ça. Et ce qui m'intéresse dans ce projet aussi, c'est de vous raconter, en fait, je rentrais du Japon, donc j'étais très influencé, je pense, par le Japon, mais c'est un projet que j'ai cherché à développer au Mexique, puisque je suis parti au Mexique juste après. Et ce qui a vraiment conduit le projet, c'est la découverte d'un matériau qui est l'obsidienne, qui est une sorte de lave vitrifiée. Mais finalement, comme cette obsidienne devait être extraite à la main, à dos d'homme depuis les mines, et que je voulais faire un vase relativement grand, donc il fallait partir d'un bloc encore plus grand, c'était impossible. Mais finalement, 2 ans plus tard, ce projet a été présenté à Moustache, donc un petit éditeur talentueux parisien, qui a dit oui tout de suite. Et maintenant, les vases en fait, sont produits en Italie, en ardoise et en marbre. Mais l'effet reste le même. Mais voilà, c'est une généalogie du projet. Et ensuite, on l'a produit également en grès, donc en céramique. Toujours le même éditeur, toujours une proposition. Sur la base d'un miroir, je m'aperçois que le miroir a un peu le même statut que le tableau. Donc souvent, autour d'un miroir, il y a un cadre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un miroir, ça peut être à poser ou à appliquer au mur. Et donc en reprenant la typologie de ce cadre, 2 pans pliés qui permettent de poser le miroir en format paysage ou en format portrait. Donc c'est de l'acier de l'inox poli.
Donc ici, on est dans la résidence à la Villa Kujoyama en 2008. Et la villa bénéficie d'un cadre spectaculaire puisqu'on surplombe, j'allais dire la baie de Kyoto, parce que c'est quasiment ça, mais c'est la plaine de Kyoto. Donc on voit toute la ville. Il y a une terrasse gigantesque, mais qui est souvent boudée par les résidents, puisqu'en fait, il y a peu de mobilier. Et il y a une raison à ça, c'est que c'est un espace qui est... Enfin, la nature est rude au Japon, comme vous le savez. Donc, en hiver, il peut faire -20, en été, 40 degrés. Et ces amplitudes thermiques font qu'il est difficile d'avoir un mobilier qui reste de manière durable et constante. Et donc, face à ça, et face à des difficultés qu'on a eues, je pense, du fait de la culture japonaise, qui est sur des temporalités beaucoup plus longues de rencontres, et nous, on devait faire un projet en 1 an, donc ça ne s'est pas trouvé, de travailler avec des artisans. On a décidé de faire de l'autoproduction pour ces mobiliers et de travailler dans un esprit... bon, je ne réduirai sûrement pas la culture japonaise à ça, mais c'est un aspect qui nous avait vraiment marqué. Donc, je travaillais en duo avec Franck Fontana. C'est qu'au Japon, une partie des temples n'est pas... Enfin, ils ont un rapport déjà au patrimoine qui est moins dans la conservation que dans la restauration ou dans la reproduction. Et une partie des temples, au lieu d'être conservés, peut être tout simplement... enfin, on a un temple qui va être détruit et reproduit à l'identique sur une dalle en face. Et la transmission du patrimoine se fait de cette manière-là. Il y a un bois particulier qui s'appelle le suji, donc qui est du cèdre japonais, qui est imputrescible. Donc on a décidé de travailler avec cette essence-là et de partir du principe qu'on allait produire les meubles nous-mêmes et que les futurs résidents pourraient les réparer, les reproduire. Et donc on fournissait surtout des plans, un peu comme avait pu le faire Enzo Mari dans les années 70, pour faire perdurer ce mobilier. Donc j'ai travaillé pour la Panacée, qui est le centre d'art qui vient d'ouvrir il y a 1 an et demi à Montpellier. Enfin, pardon, centre d'art, il ne serait pas content si je disais ça, centre de culture contemporaine. Donc c'est un sens très, très élargi. Et je travaillais sur les bureaux, donc en fait sur les coulisses de ce lieu. Et il s'est trouvé que rapidement, donc on est dans un lieu qui ne tourne pas encore, et j'ai des réunions répétées avec les équipes, et on s'aperçoit que l'organigramme en fait, des espaces et de l'architecture n'arrête pas de changer. Et du coup, de manière naturelle, je me dis, mais en fait, dans ce lieu, les bureaux ne sont pas des bureaux, mais des ateliers, donc ils vont rechanger, puisqu'on n'arrivait pas à avoir une organisation du personnel, par exemple, qui soit fixe et des fonctions qui soient fixes. Donc je voulais travailler dans un esprit d'atelier avec des tables mouvantes, des tréteaux, et un endroit où on vient se poser et qui peut être totalement flexible, disons. Donc on n'est pas du tout dans de l'aménagement, mais dans de l'ameublement. Et donc on a travaillé avec les futurs monteurs qui ont réalisé l'ensemble du mobilier. Pour ma part, j'ai réalisé les lampes, qu'on va revoir plus tard. Un projet de scénographie pour la Villa Noailles, donc qui est un lieu dans lequel je retourne fréquemment depuis 2007, l'année à laquelle j'ai été lauréat du Grand Prix de design, de Design Parade. Donc c'est important pour moi de vous montrer ce projet parce qu'on pense souvent que le design, ça s'intéresse uniquement aux objets. Mais en fait, le design, c'est de manière beaucoup plus étendue arriver à donner une réponse pertinente à un problème bien déterminé. Et parfois, ça peut être aussi ne pas faire son travail de designer, donc ne pas faire d'objet ou arriver à dire que ce n'est pas forcément la bonne réponse. Mais je reviens juste à ce projet. En fait, effectivement, moi, je suis plus habitué à dessiner des formes et à m'intéresser à des procédés de fabrication qui sont tournés vers l'industrie, donc tournés vers la répétition. Mais ici, j'avais un autre problème, un contexte qui n'a rien à voir, qui était d'investir la piscine, donc la piscine historique de la Villa Noailles, qui est un lieu magnifique qui a été dessiné par Malé Stevens, et d'exposer des pièces de la cristallerie Saint-Louis, du Cirva à Marseille, de Baccarat, enfin voilà, des pièces qui pouvaient avoir une valeur inestimable. Et les exposer dans ce lieu, alors qu'on était encore dans des suites de crise, je dirais, donc des budgets très minces. Et donc ce que j'ai décidé de faire, c'était de repartir d'un matériau industriel, donc pas commencer à dessiner les stèles telles que je les imaginais, et les faire produire, et les faire peindre, les faire laquer, ça a l'air
très onéreux. Donc de partir en fait d'une table que j'avais chez moi. Je ne suis pas fier, hein, mais une table LAC, donc une table Ikea qui coûte 5 € et qui est très bien laquée, qui a un très bel aspect de surface. Et juste en faisant le ratio, comme ça, en regardant, je me disais, mais c'est fou, cet objet qui vaut 5 €, si demain je vais chez un menuisier et je lui demande de me le produire, ça va me coûter 200 €. Donc c'est intéressant de le réutiliser, de le multiplier. Et du coup, j'ai pris ça pour un matériau de construction en cherchant à faire écho en fait, à l'architecture dans laquelle on s'inscrivait. Et ça a permis aussi d'avoir beaucoup de flexibilité au moment de la mise en place, puisqu'en fait, le travail de conception, c'est souvent un travail de projection, dans le sens de faire, de décrire le scénario de manière un peu fictive, et ensuite on passe à la réalité. Et évidemment, on a des surprises, parfois des déboires. Et donc là, d'utiliser cette forme de brique, je dirais, ça nous permettait d'être flexible dans toute la mise en place. Donc on arrive au travail de matière à penser, qui est un travail qui m'est cher, donc que j'ai mis en place avec Franck Fontana, qui est un autre designer, qui a fait l'ENSI avec moi, qui est un ami, avec qui j'ai collaboré pendant 4 ans. Et en fait, à l'origine de notre collaboration, on s'est demandé ce qui nous tenait le plus à cœur et ce qui pouvait être notre terreau, je dirais, mais surtout notre passion et ce qu'on voulait ne pas perdre malgré les commandes qui pouvaient se répéter et peut-être nous détourner en fait, de ça. Et dans nos discussions, on s'est aperçu assez rapidement qu'on parlait beaucoup de procédés, d'artisanat, d'industrie et de l'aspect onirique que pouvaient avoir ces procédés qui sont parfois mécaniques, qui sont parfois un peu diabolisés, puisque derrière l'industrie, il y a l'idée du capitalisme, etc. Donc on a voulu aborder ça en passant par les ateliers de manière assez décomplexée, en cherchant à voir tous les potentiels que pouvaient avoir les gestes, puisqu'on en parlait, mais aussi un geste mécanisé, un mouvement qui se répète ou dans lequel on peut introduire même des erreurs et tout ce que ça pouvait vouloir dire. Donc en fait, c'est le projet avec lequel on a été lauréat à la Villa Noailles, qu'on a appelé Azúcar. Donc Azúcar, c'est sucre en espagnol, et qui était un projet aussi de proximité avec une confiserie qui se trouvait à Barcelone et qui avait retenu notre attention parce qu'on pouvait voir depuis la rue l'atelier de fabrication. Et comme on venait de travailler sur du verre, on s'est dit c'est intéressant, on va faire une analogie entre le matériau, entre le verre et le sucre. Donc on va aborder le sucre comme si c'était du verre et faire une série d'expérimentations, mais toujours tourner vers un développement et vers des produits, donc vers de la confiserie. Donc on l'a moulé, on l'a soufflé. Donc là, c'est le premier essai de moulage. On l'a coulé, en le coulant sur une texture et en réutilisant aussi la palette avec une petite forme en négatif. Et en voyant ensuite de manière très intuitive comment tout ça pouvait se décliner, même en termes d'usage, proposer une sucette du haut. Utiliser des brindilles, donc changer aussi les signes, les codes et du coup les symboles que peuvent occasionner ces objets. J'arrive à un autre projet qui est une lampe alcôve, qui est vraiment liée au passage entre la 2D et la 3D. Moi, je suis vraiment attaché à une pratique de la maquette et une pratique directe, surtout avec le papier, avec le patronage. Et du coup, je cherchais à faire une forme très complexe, voire une forme qui me serait très difficile de produire en 3D sur mon ordinateur, mais assez simple à occasionner sous forme de pliage. Et comme on est passé, on le sait tous maintenant, à la LED au lieu de la lampe incandescence, ça veut dire aussi qu'on est sur des sources d'éclairage qui consomment peu et qui émettent beaucoup moins de chaleur. Et donc, on peut envisager un contact direct entre la source et le papier, et donc une feuille avec 2 plis mis en forme qui présente aussi un petit élément de présentoir pour des objets. Ici, les lampes Roll, qui est un projet que j'ai maquetté à la base en liège. Donc, j'utilisais le liège comme matériau pour faire des maquettes pour des futures lampes en cuir. Et en le faisant en liège, en fait, il m'est apparu naturel que le liège, c'est le cuir de l'arbre et que c'était tout à fait logique que ça reste ce matériau. Puis c'est un matériau léger qui semble fragile,
mais qui en fait une forme de résilience, rebondit, donc en fait qui peut être tout à fait transporté et qui est beaucoup moins fragile que du bois. Et ce qui m'intéressait c'était de travailler sur des formes qui ont l'air d'être des formes tournées, donc des formes de révolution, parce qu'on fait tout le temps des formes de révolution, on les dessine sans plus savoir pourquoi, mais c'est parce que c'est des formes liées au tour à la base et surtout liées à la terre, et par extension qui deviennent des formes liées au tour à bois. Mais quand on tourne en bois, on a énormément de déchets, puisqu'en fait toute la matière qu'on retire se retrouve en copeaux. Et là, j'étais intéressé de voir que l'industrie du liège propose déjà du liège en rouleau. Et donc avec une bobine, il suffit de la pousser. Je pense qu'on l'a tous fait sur un rouleau de scotch ou sur une cible de fléchette. Quand on pousse des rouleaux, on peut créer du volume. Et donc j'ai travaillé sur le même principe en collant le liège et en faisant une série limitée de ces lampes. Donc j'ai fait une résidence à Mexico et au Mexique, et je m'étais fixé de travailler avec des artisans sans savoir vraiment avec quel artisan je pourrais travailler. Je vous présente deux d'entre eux. Un artiste qui travaille la palme, qui fait des chapeaux qui s'apparentent aux chapeaux qu'on connaît ici sous le nom de Panama. Donc les Panamas sont fabriqués en Équateur et ont ce nom parce qu'ils servaient les ouvriers qui travaillent pour le canal de Panama. Mais on a un chapeau assez similaire, avec ses singularités, mais assez similaire, qui est tissé dans le Yucatan. Donc c'est sur la péninsule du Yucatan, à côté de Cancun. Dans un lieu qui m'a intéressé d'abord, puisque la technique vient directement des possibilités du lieu, c'est-à-dire que c'est un lieu avec des sortes de grottes naturelles, avec une hydrométrie constante, qui permet en fait, après le séchage de la palme, de la passer dans la grotte, d'avoir cette hygrométrie qui permet de redonner à la palme sa flexibilité et la possibilité de le tisser. Et donc en observant ces chapeaux et en les passant à la lumière, quand on a des chapeaux vraiment de très bonne qualité, c'est-à-dire avec la palme la plus fine, la plus blanche, la plus jeune, la palme est diaphane. Et je trouvais intéressant de juste pouvoir avoir une forme de radiographie du travail de tissage de l'artisan, de cette manière-là. Alors j'ai dessiné plein de formes assez ambitieuses, et au final, je me suis dit que le plus intéressant et le plus pertinent, c'est de faire des formes très simples, sur lesquelles en fait, le tissage vient accompagner et souligner les endroits de changement de direction de la forme. Et donc, c'est une série de lampes qui s'appelle JP, c'est le nom du petit palmier. Un travail mené en parallèle sur l'obsidienne, donc cette lave vitrifiée par le choc thermique, qui est un matériau précolombien utilisé déjà par les Mayas, et qui avait en fait toutes sortes d'usages pour faire des flèches, pour faire des miroirs déjà, pour faire des bijoux, et un matériau, alors là je ne sais pas ce qu'il en est, mais auquel on prête énormément de pouvoir, une forme de matériau chargé de magie, et qui est un matériau qui peut se trouver sous différentes formes et qui souvent est utilisé noir. Et ce que je trouvais intéressant justement en rentrant du Japon, qui est le pays de la laque, où on a des noirs très profonds ou des couleurs très profondes dans lesquelles on peut se perdre dans le reflet, c'était de voir qu'en polissant ce même matériau, on pouvait donner l'impression d'une laque. Et donc j'ai travaillé entre autres sur une série de boîtes qui travaillent sur un contraste à la fois avec la surface, puisque souvent les blocs d'obsidienne sont assez petits et il y a une surface. En surface, souvent des matériaux sont renvoyés naturellement. Donc on a des reflets métalliques, etc. et même l'aspect de la lave. Donc j'ai travaillé là-dessus, sur le contraste brillant et brut. Un autre projet sur lequel je vais passer vite, qui est vraiment un projet justement de patronage autour de cuir recyclé. Donc c'est l'équivalent du liège, mais pour le cuir, dans des copeaux de cuir qui sont laminés. Et j'ai fait une résidence à Isola Comacina sur le lac de Côme en Italie,
pour réaliser des objets d'usage simple avec ce matériau. On arrive à une collaboration avec un atelier qui s'appelle C'est la Neuf, qui est situé à Vitry, en banlieue parisienne. Et je souhaitais travailler le cuir, et en voulant travailler le cuir, je m'aperçois qu'on ne travaille jamais le cuir sans travailler le bois, puisqu'il y a toujours, ou disons, même dans l'automobile et dans les années 50-60, on a encore des châssis en bois à l'intérieur des fauteuils. Et du coup, je voulais rendre lisible cette part de la menuiserie dans le travail de la sellerie. Et donc ici, je retravaille ce même assemblage qu'on a vu sur le tabouret Dolmen, donc un assemblage en coupe d'onglet, qui nous permet aussi de relever des défis, qui est notamment de venir tendre le cuir sur des mousses de densité différentes, donc qui permettent d'avoir beaucoup de tenue pour résister au cuir, mais d'offrir un certain confort. Et donc on vient coudre le cuir vraiment sur la tranche. Donc ici des photos d'atelier. Et un autre projet qui est le fauteuil Strat, pour lequel ici j'ai vraiment voulu travailler sur une forme qui semble justement issue de moulage, disons qui offre un confort aussi complexe que pourrait l'offrir une coque en plastique, mais en partant de 2 feuilles de cuir qui sont contrecollées l'une contre l'autre et que l'on vient amener et enrouler autour d'un squelette qui est un squelette en chêne. Et on vient coudre directement le cuir sur le bois. Donc voilà, c'était une manière de marier les deux savoirs et de faire travailler ces deux artisans qui travaillent déjà ensemble depuis plusieurs années. Et nous voilà en Corse. Donc en fait, pour faire le lien, je pense qu'il se fait naturellement, puisqu'on voit qu'en fait la plupart des projets que j'ai menés avec Matière à penser, avec les matériaux, sont toujours liés à des histoires beaucoup plus spécifiques, et même des histoires anecdotiques, des histoires de personnes et de rencontres. Mais ici, disons, on est en juillet 2014, et donc je découvre l'appel à projet de Fabrica Design, qui était assez large, qui était très large en termes d'essence et de possibilités techniques, mais qui sous-entendait a priori la production d'un objet. Et j'étais un peu dérouté au départ par cette demande. Et en fait, j'ai vu rapidement que l'objet, c'était pas de faire un objet, mais l'objet, c'était de faire un programme de recherche, un petit programme de recherche, pour arriver à aborder ce projet qui est très ambitieux, qui est de questionner les notions de territoire, de filière, de bois traditionnels ou endémiques, comme le pin lariccio. Et donc, au lieu de proposer une forme finale, donc j'ai fait une petite phrase. Le design investit la filière bois au travers de différentes postures de création pour revisiter le patrimoine technique et culturel afin d'apporter des propositions pertinentes dans un territoire singulier. Ça peut sembler une lapalissade, mais je pense que c'est bien de le rappeler. Puisqu'en fait, quand on fait du design, on est habitué à travailler vraiment sur des procédés que je dirais entre guillemets synthétiques, qui sont toujours liés à une idée de la matière qui est une idée constante. Le plastique, on ne sait pas d'où ça vient, comment c'est, mais on croit avoir à peu près toujours les mêmes plastiques, alors que déjà c'est des plastiques spécifiques. Mais disons, on est moins lié à la terre. Et quand on fait des études de design aussi, on a l'impression que tout ce qu'on dessine va pouvoir être produit partout de la même manière. Et en fait, on s'aperçoit que même dans la plasturgie, d'un atelier à l'autre, les machines changent et tout change. Et donc, je dirais encore plus avec des matériaux issus de la terre, et encore plus quand on est, et ça je pense vraiment que c'est une chance, dans une île, avec une filière qui parfois est décrite comme à développer ou qui se serait un petit peu retirée, disons, de la réalité. Alors, moi, j'ai pas du tout une vision dramatique de ça. Je pense que c'est une chance de pouvoir prendre le temps de raisonner tout ça et de l'organiser. Et enfin, vraiment, cette notion de temps est importante. Et de ne pas se précipiter, et voilà, de voir, notamment avec le design, mais ce n'est pas la seule discipline en jeu, comment réunifier tout le monde et comment travailler ensemble. Donc, j'ai proposé 5 postures de création, 5 petites histoires, en partant du principe que je n'allais pas proposer des objets qui se veulent absolument innovants ou absolument contemporains, même si j'ignore pas les techniques contemporaines,
Mais ce qui faisait a priori, parce que j'étais pas encore en Corse, donc tout ça c'est des idées a priori, on est vraiment dans le projet et on va passer à la réalité. A priori, les arts populaires en Corse sont des arts assez simples, avec des assemblages visibles et j'appelle souvent ça des objets satisfaisants pour l'intelligence. C'est-à-dire on n'est pas dans des symboles ou dans un travail purement formel, mais on arrive à avoir une compréhension directe des objets et de leur usage. Et c'est ce que je trouve intéressant. Et donc je veux approcher des objets d'usage transgénérationnel, donc des objets d'usage simple, qui concernent la nourriture, qui concernent le corps, le fait de s'asseoir, des choses qui ne vont pas changer a priori. Donc le premier, c'est le caractère de l'essence, que j'aborde très simplement pour faire ce qui pourrait être des jouets en bois, des bibelots, des souvenirs, liés au bestiaire corse, qui est assez important. Donc j'ai aucun complexe à aller dans des clichés dans cette première phase. Et donc je m'intéresse autant à l'âne qu'au mouflon ou à la vache, en me disant, voilà, on peut rapprocher des essences et leur couleur, leur texture à un animal plutôt qu'à un autre, et le travailler de manière assez simple avec un seul outil de l'atelier à développer. Des formes élémentaires. Donc ici, le principe, c'est de retravailler sur des typologies qui existent déjà et de les travailler au travers d'un outil fixe de l'atelier, une fois de plus. Donc le couteau, depuis j'ai appris que le couteau Vendetta n'est pas corse, mais l'est devenu peut-être, mais qui est un couteau qui a d'abord été dessiné ou qui est venu de l'extérieur, mais en tout cas on en trouve partout. Et moi c'est quelque chose qui m'intéresse, ça peu importe, je trouve qu'il soit fondamentalement et d'essence et d'authenticité corse. Je trouve que c'est important cette notion de réappropriation et le fait que tout le monde se mette autour d'un modèle à le redessiner. Et donc ça, j'y viendrai plus tard ou tout de suite. J'ai envie, en fait, en faisant ce projet aussi, de ne pas forcément proposer une signature de designer, mais de proposer des modèles qui pourront être réinvestis par chaque atelier et dans lequel chaque artisan, évidemment en concertation et sans doute avec une charte, mais peut mettre sa patte. Et donc il s'agirait non pas de faire des objets Sébastien Cordoleani, Made in Corsica, sûrement pas, mais, et sans me cacher, oui, le designer plus l'atelier et l'artisan, et donc l'objet qui en émane. Et je pense que ça peut permettre aussi de redessiner une manière de produire et de distribuer qui ne va pas forcément dans les réseaux habituels dans lesquels on parle très peu en fait, des ateliers. Et donc je trouve intéressant, au travers d'un même objet, de parler d'un atelier qui va en produire 1000 ou un autre qui va en produire 5. Ensuite, je voulais travailler sur l'association des essences entre elles pour mettre en valeur les particularités de chacune. Mais je pars sur un exemple, sur un travail assez simple de juxtaposition de deux essences qui permettrait, dans une horloge, donc une fois de plus un usage immuable, à l'intersection de l'association de ces morceaux de bois, de ces planches, de venir marquer les heures, sans les numéroter. Et l'association à d'autres matériaux, et donc là j'ai pensé en premier lieu au cuir, du fait des vaches en Corse, mais en étant conscience qu'il n'y a pas forcément de tannerie en Corse, mais pourquoi pas investir cette idée-là. Et je travaille une partie de bois qui peut sembler secondaire dans ce sac, puisque c'est un profil de bois autour duquel on vient enrouler une peau, et le bois permet aussi de venir créer le fermoir. Mais en fait, le bois est la pièce maîtresse puisque c'est la matrice autour de laquelle on s'enroule. Et pour finir, l'idée d'extrapoler une singularité culturelle. Et donc je vais tout vous dévoiler, mais pendant ce dossier, j'ai appelé mon père qui est corse, c'est de lui que je tiens mes origines, et qui est architecte, donc qui a une connaissance de la culture corse beaucoup plus fine que moi, et qui m'a parlé naturellement des portes que l'on appelle les portes à arêtes de poisson, donc des portes qui joignent des planches en épi. Et je trouvais ça intéressant, et comme moi je travaille plutôt du volume, ce que je trouve intéressant, c'est l'idée du pli, et l'idée du pli structurant pour le bois. Et donc ce que ça peut amener pour une série de mobilier, donc je pars du banc qui va se décliner en tabouret, en chaise, en tréteau, pourquoi pas en table, en bureau, etc.
mais d'arriver en joignant le bois avec un léger angle à lui donner une structure très forte. Donc j'ai pris place au Palazzo Nacional depuis une semaine. Donc je suis encore dans une phase qu'on appelle de bureau d'études, c'est-à-dire de parfaire un peu les idées que j'ai pu avoir et donc de valider ces formes. Et en parallèle, je vais commencer à rendre visite à des ateliers de menuiserie, d'ébénisterie, à rencontrer des gens dans des scieries également. Et voilà, et à prolonger ce travail sur le territoire. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et avoir été clair. S'il y a des gens qui ont envie de réagir ou de poser des questions, je pense qu'on peut se prendre un petit temps, hein. Donc n'hésitez pas, il y a des micros volants. À la tribune aussi, hein, évidemment, vous pouvez réagir si le cœur vous en dit. Peut-être que tout a été évoqué, abordé. Bon, mais c'est pas la peine. Alors oui, quand même. Oui, bonjour. En prenant un petit peu à la fin votre présentation, je me demandais si vous aviez déjà vu les sortes de paniers ou des cruches qui sont faites avec de l'amiante, qui ont des formes hyper simples et qui me faisaient penser à votre proposition, à vos propositions. Non, j'ai pas vu ça. Je crois pas. C'est hyper intéressant. C'est la poterie avec amiante. Ça a des formes très souples, très. Il y en a au musée de la Corse, je pense. D'accord. Voilà. Merci. Et il y a aussi un travail sur les os d'animaux, les omoplates, qui avaient aussi une valeur un peu magique, puisque ça servait à faire de la divination. D'accord. À creuser. Oui, alors vous êtes évidemment tous les bienvenus pour vos suggestions directement à Sébastien. La remarque de Béatrice me permet juste de dire deux mots sur les services du patrimoine de la CTC qui vont effectivement nous prêter main forte, hein, lors de la journée d'études du 12 novembre que Nanette et Jean-Joseph ont déjà évoqué. Il y aura des présentations comme ça de pièces un petit peu emblématiques en bois, mais avec des associations. Et effectivement, l'idée, c'est d'approcher le plus possible Sébastien de ce qui constitue déjà le patrimoine pour que ça puisse nourrir sa phase de conception. Alors, après, voilà, juste, on peut évidemment avoir des questions ici. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça peut se faire de façon plus informelle, en libérant un peu la tribune, etc. Hein, Nanette? Non, votre exposé me suggère une remarque du point de vue de l'histoire économique. C'est que d'abord, ce sont des matériaux, effectivement, qui ont été travaillés en Corse, bien évidemment, mais que dans l'histoire économique, comme on n'avait plus d'unité, on n'était plus une économie productive, tous ces matériaux sont partis en exportation ailleurs. Donc c'est la Sardaigne qui produit des bouchons avec notre liège. Voilà, c'est d'autres régions de France ou d'Italie, souvent, qui produisent des objets techniques avec notre bois, insuffisamment d'ailleurs. Que dans la balance commerciale de la Corse, que nous avons reconstituée au sein de l'UMR LISA, figure au titre du poste exportation, en volume, je dirais, en importance en volume, les peaux de bêtes, parce qu'il faut savoir qu'on exporte beaucoup de carcasses et de peaux de bêtes vers l'Italie, qui est retravaillée, encore évidemment du bois et évidemment le liège. Voilà. Donc c'est bien que nous reprenions en fait le cours de notre histoire économique aussi à travers ce projet qui est à la fois effectivement artistique, économique et très valorisant pour tout ce que nous pouvons produire en Corse. Voilà, merci. Reprends le micro. Sur ce que vient de dire Marie-Antoinette sur la filière bois, on pourrait le redire à propos de la filière pierre. C'est une autre ressource exceptionnelle dont on dispose de la Corse. Et de la même façon que nos pennes à riches partent pour faire de la sciure
soit pour la biomasse, soit pour constituer des amalgames, je dirais, de type, on appelle ça comment le terme exact, les agglomérés de bois, hein, voilà. Et bien, la pierre, la belle pierre de Corse, notamment je parle, on peut évoquer le cipolin du Cap Corse, part en gravillon pour nos routes. Voilà. Donc c'est un symbole. Je pense qu'on pourrait peut-être, dans un futur, je dirais, atelier, évoquer aussi la filière pierre, et on aurait sans doute les mêmes points de départ, les mêmes constats, et la nécessité de relancer ces filières. Alors pour terminer sur un mot d'humour, j'ai remarqué dans la première phrase que Sébastien a évoquée, on a dit au début de la réunion qu'il fallait faire en sorte que la filière bois se relève. Hein. Eh bien, grâce à Sébastien, elle va pouvoir s'envoler, puisque filière bois, il y a 2 ailes désormais dans filière. Merci. Désolé. Je pensais que vous l'avez fait exprès. Oui, j'ai trouvé cet exposé extrêmement intéressant, et en particulier concernant le rapport très, on va dire, très physique que vous avez avec les lieux dans lesquels vous vous retrouvez, c'est-à-dire vraiment d'essayer de vous approprier les lieux, etc. Et tout à l'heure, j'écoutais votre réflexion autour de ce qui s'était passé au Japon. Et juste pour info, parce que tout à coup, évidemment, ça, moi, je parle de cinéma, et il m'arrive évidemment du coup de récupérer d'autres arts pour essayer d'abonder. Je vous remercie, parce que je vais pouvoir ajouter à mon explication sur ce qui s'est passé au Japon dans les années 20 votre explication des raisons pour lesquelles on détruit puis on reconstruit effectivement à l'identique, et que finalement conserver le patrimoine n'a pas un intérêt majeur, parce qu'en fait il y a une histoire sur le cinéma au Japon qui est exactement celle-là, qui est que lors du tremblement de terre de Kyoto dans les années 20, une bonne partie de la production cinématographique a disparu, engloutie un peu dans les flammes, on va dire, du tremblement de terre, puisqu'un tremblement de terre, c'est aussi évidemment de la destruction. Et ça a correspondu très exactement avec le moment où finalement l'industrie japonaise du cinéma s'était tellement développée qu'il n'y avait plus de place sur les étagères, en fait, pour mettre les films. Et ils étaient plutôt assez, pas contents, mais le tremblement de terre avait fait une partie de leur travail. Ça avait détruit les copies des films, et les producteurs de l'époque se sont organisés pour détruire le reste des copies. Et en fait, 90% de la production japonaise de cinéma d'avant les années 20 a disparu parce qu'il fallait la renouveler. C'est-à-dire que ça n'avait pas d'intérêt de garder les films qui avaient été produits depuis 20 ans. Il fallait renouveler cette production. Donc ils ont détruit, y compris les originaux. Et donc on n'a plus la production japonaise d'avant les années 20. Enfin, on a 10%, 10 à 15% de la production pour refaire des films. Exactement comme ce que vous disiez. Je suis très contente parce que je vais avoir un double exemple dorénavant à donner sur cette question-là, ou du moins à expliquer, et qui va avec cette donnée-là. Voilà. Moi, je suis ravi d'apprendre cette histoire que je ne connaissais pas. Qui va avec ce que Oui. vous disiez. C'est la destruction créatrice, en fait. Bon, je vois plus de doigts qui se lèvent, mais de toute façon, c'est juste le début, vous l'avez compris. Il y a un bureau d'études au Palazzo Nazionale, et dans lequel Sébastien se trouve fréquemment. Il va y être un peu moins puisqu'il va partir beaucoup maintenant en vadrouille, mais vous pouvez de toute façon quand même monter, tenter votre chance. Le 12 novembre, comme je le disais, il y a une journée d'études qui travaillera vraiment sur le lien entre
patrimoine, artisanat et design, et sur la question justement un petit peu des perspectives économiques. On a commencé à travailler sur un programme, donc il y a quelques petits flyers, je dirais annonciateurs, avec un début de programme en cours de validation, mais ça y ressemblera. Donc on va essayer comme ça tout au long de la résidence, qui se terminera donc au tout début de l'été, hein, d'avoir des points d'étape pour continuer à avoir une réflexion un petit peu large, et puis pour prendre un petit peu le pouls des avancées, des différents projets que Sébastien nous a proposés. Donc voilà, il n'y a pas de clôture aujourd'hui, tout ça est ouvert. Voilà. Donc merci et à bientôt.